Il est difficile aujourd'hui de savoir quelles sont véritablement les raisons. Moi, j'en vois deux. La première, c'est que les cibles qui ont été visées par les missiles hypersoniques Kinjal, qui signifie dague en russe, ce sont des frappes très précises et très lointaines. La portée de ces missiles est de 2000 km. Bon, là, il n'était pas besoin d'aller aussi loin, mais néanmoins, les missiles devaient traverser une grande partie de l'Ukraine pour atteindre des cibles à l'ouest de l'Ukraine. Et les capacités pour les forces ukrainiennes d'abattre des missiles normaux, des missiles de croisière, sont assez fortes parce qu'ils disposent d'un très grand armement anti-aérien, de missiles anti-aériens fournis par les pays occidentaux. Donc, en utilisant les Kinjal, l'armée russe est sûre que les missiles vont atteindre leur cible et qu'ils ne seront pas détectés, qu'ils ne seront pas abattus. Ils vont à une très grande vitesse, quelque chose comme Mach 12 à peu près. Ils sont tirés depuis des avions en l'air, donc il n'y a pas la possibilité de les détecter par des radars d'artillerie au sol. C'est assez intéressant pour les militaires d'avoir ce type d'arme qui est tout à fait nouveau. Et justement, c'est la deuxième raison que je vois. Ces armes sont utilisées pour la première fois dans le monde en opération réelle. Et je crois que pour le président Poutine, il était intéressant de montrer non seulement que la Russie disposait réellement de ces armes qui avaient par ailleurs été testées, mais dans le cadre de manœuvres seulement, et que ces armes étaient opérationnelles et effectives, c'est-à-dire qu'elles permettaient à distance d'abattre des cibles également en profondeur, c'est-à-dire enterrées dans la terre, dans des structures bétonnées et autres. Donc l'intérêt, à mon avis, était double. Certains experts français notamment disent que si les Russes emploient les Kinjal, c'est parce qu'ils ne disposent plus d'autres types de missiles, parce qu'ils les ont tous gaspillés, ce qui est absurde. Pour tenter d'apaiser les tensions militaires et diplomatiques entre la Russie et l'Occident, l'idée d'une neutralité de l'Ukraine est évoquée comme une option discutée dans les pourparlers russo-ukrainiens. Alors le statut de neutralité, c'est ce que demande la Russie. Il s'agit pour l'Ukraine d'accepter d'être entre les deux blocs, entre guillemets, entre l'OTAN et entre la Russie et son traité de sécurité collective avec d'autres pays de l'ancien espace soviétique, de la communauté des États indépendants. Ces deux alliances représentent, disons, un pendant l'une de l'autre autour d'une frontière qui est la frontière russe et où l'Ukraine constitue une avancée à l'intérieur de la Russie. Si vous regardez une carte, vous voyez très bien que le territoire ukrainien s'avance considérablement en Russie occidentale et se retrouve à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc, pour la Russie, la neutralité de l'Ukraine est une question de sécurité nationale. Le besoin d'un nouvel équilibre se fait sentir, mais la définition de neutralité semble différente des deux côtés de la table. Les contours restent à définir avec précision. Le problème, c'est que l'Ukraine a inscrit dans sa constitution tout à fait récemment, en 2018, que la vocation de l'Ukraine était d'entrer dans l'Alliance atlantique, d'entrer dans l'Europe d'une part, mais ça ne pose aucun problème à Moscou, et entrer dans l'Alliance atlantique, ça en pose un. Donc, les négociations n'avancent pas, comme je le disais à l'instant. Pourquoi elles n'avancent pas? Justement parce que il y a une sorte de valse hésitation des Ukrainiens qui disent bon, d'accord, on va voir un statut de neutralité, on va voir si c'est possible, etc. Les négociateurs reviennent à Kiev. À Kiev, les alliés de l'Ukraine disent non, il n'en est pas question. Et les alliés, c'est essentiellement les Américains. Et les Américains ne tiennent pas du tout à la neutralité de l'Ukraine.
Donc là, il y a un antagonisme non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt entre la Russie et les États-Unis. Plusieurs sessions de négociations entre Kiev et Moscou se sont déroulées en présentiel et par visioconférence. Malgré les difficultés, elles ont enregistré des progrès. La Russie ne parle plus de dénazification de l'Ukraine ni d'un changement de régime à Kiev, tandis que le président ukrainien a accepté de renoncer à intégrer l'OTAN.